Et l'informel au Maroc représenterait 30% du PIB national selon une récente étude de Banque El Maghreb, un chiffre jugé positif par les auteurs de la note qui estiment que même si l'informel se rétracte, eh bien les éléments qui le constituent ont besoin d'être considérés dans un cadre législatif. Les détails avec Alam Nani. Entre 2009 et 2018, l'économie informelle au Maroc a reculé à un niveau en dessous de 30% du produit intérieur brut. C'est ce qui a été révélé dans une récente étude de Banque El Maghreb. Or, cette taille qui reste assez importante s'est nettement réduite sur les 3 dernières décennies, passant de 40% entre 1988 et 1998 à 34% entre 2009 et 2018 pour passer en dessous de 30% actuellement. Des résultats qui suggèrent, selon les auteurs de l'étude, que les stratégies mises en œuvre depuis le début des années 2000 pour améliorer l'environnement institutionnel, économique et financier ont contribué à réduire la taille de l'économie informelle. Toutefois, la persistance d'importantes activités informelles nécessite encore des réformes structurelles supplémentaires, notamment celles liées à l'éducation, au système judiciaire, à la politique fiscale et au marché du travail, précise l'étude. Cela dit, l'économie souterraine demeure un mal nécessaire dans un pays où elle absorbe environ 80% de la population active, d'après la Banque mondiale. Et pour commenter ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir depuis Rabat Rachid Boufous, architecte et urbaniste également, chroniqueur politique. Bonsoir Rachid Boufous. Bonsoir. Les chiffres que vous avez présentés sont réels, sont là. Effectivement, c'est une situation économique qui est difficile, étant donné que l'économie structurée n'arrive toujours pas à offrir un environnement adéquat pour l'exercice d'activités économiques structurées. Moi, je dirais qu'au-delà de ça, il y a deux typologies d'informels. Il y a l'informel dont vous avez montré les images, c'est-à-dire ces vendeurs à l'étalage, ce qu'on appelle communément les frachas, mais aussi il y a une autre activité informelle qui s'exerce peut-être dans un cadre, disons entre parenthèses, semi-déclaré. Qui s'apparente beaucoup plus à du travail dissimulé, qui s'exerce dans des ateliers, dans des fabriques qu'on nomme clandestines, qui sont exercées par des patrons qui ne respectent pas le code du travail, qui ne respectent pas les lois en vigueur, qui exercent ce travail dissimulé. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette notion de travail dissimulé n'existe pas en droit du travail marocain, dans le Code du travail 65, régi par la loi 65-99 du 11 septembre 2003. Mais toutefois, ce Code du travail, il définit réellement l'exercice de toute activité, parce que considéré comme salarié, toute personne qui s'engage à exercer une activité professionnelle, moyennant rémunération, d'accord, et que l'employeur est toute personne physique, privé ou public, qui loue les services d'une ou plusieurs personnes physiques. Donc, le droit du travail reconnaît de facto, donc il définit de facto l'activité, quelle qu'elle soit, et donc on ne peut pas vraiment dire aujourd'hui que cela peut être ignoré par les gens. Voilà. Oui, et cela coûte de l'argent parce que, bon, alors je vais revenir avec vous sur ces chiffres de la CGEM publiés en 2014 sur une étude qui a été menée par le patronat et qui stipule que l'économie informelle recèle un gisement annuel estimé à près de 40 milliards de dirhams. Il est intéressant, bien sûr, de faire la différence entre ces différentes formes d'informel et aussi de rappeler, selon la même étude, que dans le commerce, les 2/3 se font via des canaux informels. Le textile, dont ces unités clandestines ou même qui ne déclarent pas tous leurs employés, par exemple, c'est aussi dans cette catégorie. L'informel représente dans cette catégorie les 2/3 et puis 1/3 aussi dans le secteur des BTP. Ces secteurs les plus touchés, on les connaît depuis longtemps. Et il y a aussi, vous avez parlé
de loi. Alors, à qui incombe la responsabilité, Rachid Boufous, en connaissant la loi, justement? Écoutez, ça dépend de quel type de responsabilité on parle. Si c'est vraiment dans le cadre de l'environnement du travail, c'est assez bien décrit dans le Code du travail dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire dans la loi 65-99 qui reconnaît donc la nature même du travail et qui donne une définition de l'employeur et de l'employé, mais qui reconnaît aussi les travailleurs, c'est-à-dire les entreprises qui sont en contrat de sous-traitance, qu'ils appellent le contrat de sous-entreprise dans l'article 86. Et de toutes les façons, quel que soit l'intervenant dans ces structures, il est tenu responsable dans l'article 24 d'assurer la sécurité, la santé et la dignité des salariés qui sont sous ces directives. Donc la loi, elle encadre très bien l'activité du travail. Maintenant, les personnes, et je voudrais juste rappeler que même pour les sous-traitants, dans l'article 89 de la dite loi, le législateur il fait porter la responsabilité des choses qui interviendraient dans un endroit, dans un cadre de sous-traitance au donneur d'ordre principal, d'accord. Donc maintenant, ça c'est la loi. Il reste bien sûr son applicabilité sur le terrain. Ça relève des inspecteurs du travail. Ça relève aussi des organisations professionnelles, hein, de la CGM, du ministère du Commerce et de l'Industrie, et qui doivent bien sûr exiger de tous les gens qui travaillent, par exemple dans le cadre industriel ou dans ce genre d'activité, une espèce de traçabilité. Il faut pas permettre à n'importe qui de rentrer dans les domaines. D'ailleurs, même dans le bâtiment, cette traçabilité, nous la demandons depuis très longtemps, parce qu'elle permettra non seulement de connaître qui fait quoi, donc qui intervient, qui sont les patrons d'entreprise, mais aussi de garantir les ouvriers et les travailleurs dans leurs droits. Cette traçabilité permet aussi une normalisation du secteur que j'appelle de mes voeux. Aujourd'hui, la solution n'est pas de fermer ces unités Alors justement, clandestines. est-ce qu'il faut fermer? Parce que si on ferme, ces ateliers clandestins, ces unités clandestines, si on peut les appeler ainsi, ça fait des emplois au moins. Et en sachant que, on le rappelle, ce sont les chiffres de la Banque mondiale, 80%, et d'ailleurs la pandémie a fait ressortir cela, 80% des emplois au Maroc sont dans l'informel. Bien sûr, nous, dans notre domaine, dans le bâtiment, il y a tous ces intervenants qui n'ont aucune structure, hein, ce que j'appelle communément les travailleurs kounehani, c'est-à-dire qui n'ont qu'un téléphone et qui sont plombiers, qui sont peintres, qui sont électriciens, qui interviennent sur les chantiers, n'ont pas de papier, leur travail ne peut être garanti, on ne peut pas les poursuivre parce que c'est des travailleurs qui sont dans l'informel et qui travaillent d'ailleurs même à titre privé dans les maisons. Donc cette traçabilité est vraiment importante. Et il ne faut plus permettre à ces gens d'intervenir dans l'informel. Il faut les ramener vers la légalité, d'accord. Il faut mettre un cadre juridique, un cadre incitatif économique pour que ces gens puissent rentrer dans un cadre légal, leur assurer des formations, d'accord, dans le cadre en partenariat avec l'OFPPT, pour que ces gens ne puissent pas exercer leur métier simplement à partir de ce qu'ils ont appris sur les terrains, mais aussi qu'ils soient aussi un peu drivés par des professionnels. Ça donnera de la qualité, ça donnera de la sécurité, ça donnera aussi de la crédibilité à notre économie. Moi, je ne suis pas pour qu'on ferme ces fabriques et ces locaux clandestins, parce que ça mettrait dans la rue encore plus de chômeurs. Non, il faut un cadre incitatif pour ramener tous ces gens vers la légalité, vers une économie structurée. Mais Rachid Boufous, il y a eu des incitations, notamment fiscales. Bon, il y a eu cette politique de la carotte, ensuite qui
s'est transformé vers la politique du bâton, mais cette mayonnaise ne prend pas. C'est un constat aujourd'hui. Et selon vous, comment, par exemple, peut-être des solutions faciles à déclencher dans l'immédiat, peut-être dans un futur proche, afin d'intégrer, parce qu'on parle de lutte contre l'informel, il faudrait peut-être aussi intégrer cette idée d'intégrer le secteur informel dans les circuits formels de l'économie. Comment, selon vous, avec l'État, peut, avec des solutions simples et effectives, intégrer cet informel ? Nous avons déjà commencé, l'État, enfin, il a déjà commencé à apporter des solutions pour les vendeurs ambulants, par exemple, en créant ces marchés, ce qu'on appelle aswaq namoudajia, ces marchés structurés. On sort les gens un peu de la rue, on les met dans des zones urbaines structurées, et ces gens, on les a insérés dans un cadre associatif, c'est-à-dire ils ont créé des associations, et à travers quand l'État a un interlocuteur, c'est plus facile pour lui d'intervenir et d'apporter des solutions. Maintenant, je vous renvoie au rapport de la Cour des comptes de 2018 sur les zones industrielles, où il décrit vraiment les problèmes que connaît le monde industriel au Maroc. Et comparativement, il fait même un benchmark avec les autres pays du bassin méditerranéen, et il relève, le rapport de la Cour des comptes relève que le Maroc ne fait pas assez en matière d'aide et d'accompagnement des entreprises, là où nous apportons des aides de l'ordre de 30% en matière d'acquisition de terrains, de construction, etc. Des pays comme la Tunisie et surtout la Turquie apportent jusqu'à 100% d'aide, prennent en charge les prêts, enfin une partie des prêts bancaires, c'est-à-dire il y a une forte implication de l'État dans la démarche économique. Et je pense qu'il faut faire plus, et en matière d'aménagement, bien sûr qu'il faut aménager plus de zones d'activité, parce que globalement, je pense, si je ne me trompe, il y a à peu près 7700 entreprises industrielles au Maroc, ce qui est très peu comparativement à d'autres pays. Et par exemple, sur la zone de Tanger, le total de la surface industrielle aujourd'hui, elle est de 640 hectares, alors que c'est très peu pour 80 000 ouvriers. Je trouve que c'est assez peu. Il faut faire plus de zones industrielles, mais des petites zones industrielles, pas forcément des choses sur 100, 200 hectares. Et selon les régions aussi, Rachid Boufous, parce qu'il y a la spécificité des régions et cette question de régionalisation. Justement, j'attire votre attention parce que le futur de l'économie marocaine sera régional. L'économie future du Maroc se fera dans les régions. Il faut permettre aux régions de se prendre en charge en matière industrielle, de pouvoir justement faire ces zones d'activité, et aussi quand des donneurs d'ordre étrangers viennent au Maroc pour installer leur entreprise ou même pour faire travailler des entreprises marocaines, il faut les aider à des implantations dans des régions même éloignées à l'intérieur du pays. Je donne par exemple certaines entreprises étrangères, notamment japonaises et françaises, qui n'ont pas hésité à créer des unités à Fès, à Meknès, très loin des zones littorales qui aujourd'hui captent quelque chose comme 80% de l'activité. Il faut qu'il y ait une espèce de rééquilibrage, entre parenthèses, de l'implantation industrielle au Maroc, et permettre, là où se trouvent les bassins d'emploi, par exemple dans des zones comme dans des régions comme Dra'atafi, Lelt, qui possèdent un fort bassin d'emploi, qu'on puisse y implanter ces unités industrielles. Il ne faut pas avancer le fait qu'elles sont éloignées, que ce problème de logistique, ce problème d'infrastructure se règle avec des autoroutes, avec des chemins de fer, des choses qu'on doit programmer. Mais encore une fois, il faut permettre aux régions demain de se prendre en charge, de pouvoir contractualiser non seulement sur leurs propres besoins à travers les gens qui viennent travailler, mais aussi de pouvoir ramener des entreprises chez elles. Merci beaucoup. Merci Rachid Boufous, architecte urbaniste également, chroniqueur politique, d'avoir répondu à nos questions. Merci.